Donc ça c'est l'avion du pilote à Edelweiss, c'est le SPAD, un avion français, c'était un petit peu c'était le Mirage 2000 de l'époque, très performant en vitesse, c'était une vraie balle, il allait très vite, il avait 2 mitrailleuses sur le capot, synchronisées avec l'hélice, ça s'arrêtait de tirer quand l'hélice passait devant, donc on avait une vraie technologie de pointe. Les deux frères Castillac, ce sont deux as, ils sont, on peut dire, équilibrés au niveau du courage, de la combativité, de la technique, etc. On s'est inspiré de deux pilotes, des as célèbres, les frères Navarre, et on s'est dit, puisque ça existait des jumeaux, les jumeaux c'est un sujet scabreux, en bande dessinée c'est facile, souvent raté, etc. Mais comme ils ont existé, les deux pilotes-là, on s'est dit on va partir de ces deux héros, des as de 14-18, pour raconter une histoire d'amour aussi. C'est-à-dire une femme partagée entre deux hommes sur fond de guerre de 14-18 sur le plan aérien. Il y a eu un secret dans leur passé donc qui se révèle à un moment donné, c'est-à-dire un des frères rend service à l'autre mais lui dit tu as une dette et un jour il a besoin que son frère lui règle sa dette et donc c'est toute l'histoire, toute l'intrigue est basée sur ce règlement de dette. En fait, il n'a pas du tout peur de combattre. Il a peur de combattre un pilote qui a une Edelweiss sur son avion. Et il ne sait pas pourquoi, et il sait qu'il a une malédiction avec cette fleur. Et quand il faut combattre n'importe qui, il y va en serrant les dents. Mais dès qu'il voit l'avion à l'Edelweiss, il se dit là c'est pour moi, je vais mourir. Le tome 1 et le tome 2 sont très déroutants parce que justement on ne pose que des mystères. Yann avait vraiment fait quelque chose qui marche en triptyque et c'est vraiment à la fin du tome 3 que le puzzle s'emboîte et tous les éléments se connectent. C'est un choix de notre part parce que moi au niveau du dessin déjà 3 ans avec les mêmes personnages, le même environnement, un album c'est 1 an de dessin. Je trouve que c'est le bon équilibre, c'est-à-dire qu'on a le temps quand même d'aller un peu en profondeur sur la psychologie, de faire plein de rebondissements et en même temps on n'a pas le temps de se lasser. Là, c'est un peu le problème des séries à base d'aviation, c'est-à-dire montrer les avions en combat aérien, etc. Ça nécessite des pages et des pages sacrifiées, si on peut dire, pour un scénariste en tout cas, sacrifiées pour les magnifier un petit peu, quoi. Donc ça veut dire qu'un scénariste se retrouve avec une 20aine ou 25 pages d'intrigues à résoudre, etc. Donc c'est peu. Donc il faut bien 3 albums pour arriver à avoir une histoire un peu correcte et qui en plus ne bride pas les combats aériens, les scènes aériennes, etc. Parfois, quand je veux montrer le côté très haute altitude, je fais une pleine page avec un petit avion au milieu des nuages, des canyons de nuages. Et voilà, il y a peu de scénaristes qui laissent la place comme ça, libre, pour aérer le récit. Dans le Grand-Duc, je me défendais un peu, je défendais mes scénarios, mes dialogues et tout, en pensant mais si on sabre trop, il n'y aura plus assez. Alors que maintenant, dans la deuxième trilogie, Le pilote à l'Edelweiss, j'étais content quand il supprimait des dialogues à la limite, puisque ça passait si bien avec le dessin, pas besoin de rajouter une tartine de je vais virer à gauche ou virage sur l'aile ou une vrille, on le voit. Pour moi, la cerise sur le gâteau d'un scénario, c'est le dialogue. C'est quelque chose qui est amusant, c'est que les dialogues de bande dessinée ne sont pas retransmissibles directement en film, où ça sonne faux, parce que la BD étant une narration qui nécessite peu de pages, donc on a souvent 46 pages, on est obligé d'être très synthétique, de faire des cases très tassées, et jouer beaucoup sur les ellipses, et les dialogues pareil. On synthétise 3 ou 4 dialogues de film en un seul, une phrase un petit peu tarabiscotée. Quand on lit de la BD, on la trouve naturelle, mais en fait si on la prononce, elle est imprononçable. Personne dans la vraie vie ne parle comme dans la BD. Je ne me lasse pas de faire du scénario BD parce que c'est spécifique. Il n'y a que dans la BD qu'on peut utiliser ces espèces d'ellipses de synthèse comme ça. C'est assez étonnant et c'est complètement... personne n'analyse ça vraiment de manière sérieuse, ce qui est un peu dommage. Les gars qui étaient trop faibles pour le sol, on les mettait dans les avions. Parce que c'était pas du tout enviable comme vie. Les pilotes partaient au combat tous les jours, c'est-à-dire ils allaient à l'assaut, au corps à corps. Quand on avait un duel entre un SPAD et un Fokker, il n'en restait qu'un. Et c'était au combat, on tirait pas loin avec ces mitrailleuses, avec ces avions, donc on voyait le blanc des yeux des gars quand on tirait. Et c'était vraiment du corps à corps tous les jours, donc au bout d'un moment, les duels, souvent la chance tournait assez rapidement en fait. C'est des gamins, en 1913, ils imaginaient d'être avocats, médecins, dentistes, plombiers, et en 1914, leur univers bascule, la plupart vont mourir. Dans l'aviation, la durée de vie était assez faible, donc
ils sont pressés de vivre, à chaque fois qu'ils se posent, ils foncent à Paris, quand ils ont une permission pour aller aux Folies Bergères, se taper des nanas pour vivre un peu, parce qu'ils sentent bien qu'ils ne vont pas vivre longtemps. Donc ce climat d'urgence, de frénésie, on essayait de le retranscrire. C'est pour ça qu'il y a des scènes un peu érotiques, mais c'est la réalité de l'époque. C'était des gosses les gars, donc pour certains ils n'avaient jamais vu une fille, donc le terme pin-up vient de là d'ailleurs. On leur envoyait les calendriers des Varga Girls ou des Petty Girls, qui étaient des nanas dessinées en illustration superbes. Au niveau illustratif c'est magnifique, hein. Le corps de la femme n'a jamais été aussi bien dessiné qu'à cette époque-là. Et bah, les gars ils prenaient les calendriers, ils les punaisaient dans leur chambrée. Et c'était les pin-up. Même à l'heure actuelle, les pilotes qui partent au-dessus au combat aiment bien baptiser leur avion. Dans une escadrille, il y avait toujours un gars qui savait peindre, dessiner vraiment très bien. Et ben, il se tapait tous les avions, tous les blousons des équipages. C'était pas le B-17 numéro 2633, c'était le Memphis Belle ou le Sentimental Journey. C'était des noms de baptême avec la pin-up et il s'appelait comme ça. Ça faisait 20 ans que je cherchais quelqu'un qui soit capable de dessiner des avions qu'ils comprennent, et pas simplement des belles maquettes bien dessinées mais en l'air, qui sont suspendues dans le ciel sans plus, quoi. Et un jour je suis tombé, c'était un spécial vacances d'une revue de bande dessinée, et il y avait une petite histoire, et en voyant ça je me suis dit c'est pas possible, il faut que je contacte. Et quand j'ai appelé Romain, trop tard, quelqu'un avait déjà repéré son talent. Et je lui ai dit du coup, bah, dans 2 ans, avec plaisir, parce que j'avais commencé une nouvelle série en 2 tomes. Et bah, au bout de 2 ans, il avait déjà travaillé sur d'autres projets du Grand-Duc. Et on a commencé comme ça, et maintenant ça fait 6-7 ans qu'on travaille ensemble. L'aspect historique, c'est surtout une toile de fond, c'est-à-dire on doit être impeccable, surtout lui, au niveau du détail vrai, de l'époque, tout doit être vraisemblable, les adversaires sont les vrais adversaires que pouvait rencontrer le SPAD. Ça nous a bien réussi de partir de personnages fictifs, souvent inspirés d'anecdotes réelles, mais on les implique dans un environnement très réaliste, c'est-à-dire que ce sont les vraies escadrilles avec les vrais avions, le moindre boulon est là, la bataille, c'était vraiment une bataille de l'époque, j'essaie de retrouver, si on voit un clocher derrière, ben, j'essaie de retrouver le clocher à l'époque, comment c'était fait. Si on est en mai 17, mais que ça s'est passé en juin 17, bon, on va faire des petites incartades sur la réalité, mais tant que c'est pas majeur et que ça ne prend pas vraiment sur le scénario, on se permet sa liberté, mais on est vraiment sur de l'historique. Et c'est vrai que comme on se documente, lui comme moi, avec des vrais historiens, avec des personnes qui reconstruisent ces avions comme ceux-là, magnifiques, on a exactement la vraie justesse. Moi, les spécialistes, quand je leur envoie les planches, ils me disent attention, là, le camouflage, c'était un 5 tons et pas un 4 tons, parce qu'on a dit à partir de 17, machin. Donc, je corrige. Toutes les anecdotes en fait, que je trouve, que j'ai mis dans le Piloted Device sont vraies. J'ai dans mes amis un pilote qui vole sur ces avions-là d'époque, et donc qui peut me donner des indications comme voilà, c'est très lourd à la profondeur, par contre les ailerons sont vifs, etc. Des choses que je peux retranscrire dans l'album et qui font vrai parce que voilà, j'aurais pas pu l'inventer. Ben là, on tapait du 220, du 230 km/h sans problème et on pouvait monter jusqu'à 6000 mètres. Il y a des combats aériens sous oxygène alors qu'on était encore assez tripé à la baïonnette 6000 mètres en dessous. C'est vraiment une période transitoire de l'aéronautique et on a inventé des techniques de combat aérien qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. On a eu la chance de commencer nos séries à un moment où il y avait un peu un vide. C'est-à-dire que les gens restaient sur les vieilles séries comme Bug Danny ou Tanguy à la Verdure, qui étaient les séries que papa lisait, du coup on les lisait, et puis c'est des séries à 50 tomes, c'est super. Mais nous on arrivait avec la page blanche, un truc neuf. Bon, on avait créé nos histoires où les héros ils sont pas sans peur et sans reproche. Le héros il a des défauts, il y a des histoires d'amour, il a de haine, etc. Et on est arrivé, je pense, à un moment où les gens attendaient ça. Du coup, ça marche. Et plus ça marche, plus on est les mains libres pour faire ce qu'on veut, et plus on s'éclate. Donc, je ne vois pas pourquoi on changerait.